Deuxième Guerre mondiale. Qui habitait ici à cette période-là? Bon, je vais faire court alors. On est là, c'est intéressant. Donc je vais vous parler en fait d'un épisode relativement récent qui a été qu'une petite parenthèse dans la vie de Blanche Couronne, mais le fait est que ces bâtiments ont fait l'objet de réquisitions au début de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il s'agissait de loger donc le corps expéditionnaire britannique, une partie du corps expéditionnaire britannique, en fait sur la zone de Nantes. En fait, bon, ça a concerné une large partie de la France. Sur la zone ouest, en fait, il y avait donc la zone de Nantes, à peu près avec 2500 personnes. Il y avait aussi à Cherbourg, de mémoire à Rennes et au Mans. Et donc ici, il y a eu des unités. Donc la réquisition a concerné en fait ce qu'ils appelaient le château. Là, ils disent dans les ordres de réquisition signés du maire Marcelin Huby. Donc le château qui appartenait à la famille Garsion, donc Maurice Garsion. Il part d'un bâtiment de 40 à 50 mètres, 10 ou 12 mètres de large, avec une 15 à 20 pièces. L'abbaye est pour la famille Lelièvre. Et la famille Pétel, donc, où il y avait un garage, qui était une construction relativement récente en fait à l'époque. Donc voilà. Et donc à Blanche Couronne vont arriver des Britanniques, essentiellement en fait c'est des compagnies qui appartenaient donc à la MPC, donc en bon anglais le Auxiliary Military Pioneers Corps. En fait, c'était plutôt du génie, et parce qu'ils ont implanté donc un camp à la Berthelay avec donc un tronçon ferroviaire qui a couru tout le long de la zone pour alimenter les différents hangars qui vont être construits. Bon, hangars destinés à recevoir donc le matériel qui effectivement arrivait au port de Saint-Nazaire, après été acheminé donc soit par voie ferrée, soit par camion. Et donc ça a été ça qui les a occupés pendant les premiers mois. Alors, à un moment donné, donc les Britanniques ont vu qu'en faisant des projections, qu'ils n'allaient pas pouvoir répondre par leurs propres moyens à ce besoin, disons, de main-d'œuvre, et ils ont fait appel à des prestataires étrangers. Et c'est dans ce contexte-là, et je pense que, autant que je sache, c'est un cas relativement unique, si ce n'est le seul, où on a fait appel à une compagnie de travailleurs étrangers qui étaient en fait des républicains espagnols. Donc il faut savoir qu'au moment de la chute de la Catalogne, au mois de janvier, tout début février 1939, il va y avoir 500 000 personnes qui vont arriver sur les plages du Roussillon, des hommes, combattants ou pas, des femmes, des enfants. Et donc le gouvernement français va séparer ces flux de population, donc les femmes et les enfants et les vieillards, les hommes âgés d'un côté, et tous les hommes jeunes qui vont être parqués dans des camps le long de la plage, donc Argelès, le Barcarès, Saint-Cyprien, etc. Donc là, le gouvernement français, après une période d'hésitation, en fait va prendre un décret le 12 avril 1939 pour employer cette main-d'œuvre potentielle. Et donc il va y avoir à peu près 200 compagnies de travailleurs étrangers, donc des républicains espagnols, et c'était des unités militarisées d'à peu près 250 hommes. Et donc, relativement tard par rapport à, disons, ce décret qui a permis de jeter les bases de la constitution de ces compagnies, donc à la mi-janvier 40, donc va être constitué au camp de concentration de Gurs. Alors, j'emploie le terme de camp de concentration, que je n'ai pas utilisé dans ce que j'ai écrit, mais effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces camps étaient placés donc sous l'autorité militaire, c'était le général Ménard. Dans tous, disons, les documents, soit administratifs, soit militaires, on employait bien le terme de camp de concentration.
Albert Sarraut lui-même, ministre de l'Intérieur, il arrive début février à Argelès, où il y a eu le camp le plus important, où en fait le camp, c'était des rangées de barbelés, hein, et puis le quatrième côté du quadrilatère, c'était la mer en fait. Hein. Donc c'était ça, et ils avaient le sable. Et donc Albert Sarraut dit, répondant à des questions de journalistes, dit, le camp d'Argelès ne sera pas un lieu pénitentiaire, c'est un camp de concentration. Ce n'est pas la même chose. Dans le langage qu'on est en train de faire, on n'est pas à la Shoah. Voilà, donc c'est simplement, effectivement, il faut resituer ça après dans un contexte, hein, mais les camps de concentration existaient depuis avant, mais bon, c'était bien la terminologie officielle. Et je me demande si c'est pas utilisé déjà pendant la guerre de 14-18. Si, tout à fait. Oui. Oui, c'est utilisé dans le sens où on concentre les gens, on concentre les gens dans les camps de rotation. Étymologique du terme. La notion va changer de Quand sens. on s'apercevra que les camps de concentration allemands ne sont pas les camps de concentration. Extermination. Donc voilà. Donc c'est 250 hommes. En termes de concentration, sont mis à disposition du corps expéditionnaire britannique et ils vont arriver ici le 21 janvier, je crois, donc à la Chapelle-Laulay. Alors au début, ils vont être hébergés dans des wagons et par la suite, ils vont venir à Planche-Couronne. Donc j'ai retrouvé, il est malheureusement décédé en septembre de l'année dernière, Miguel de Miguel Montañez, qui a été ici, qui a très bien vu cette époque. Je l'avais rencontré en 2017 et au-delà des témoignages et des récits qu'on peut trouver en langue espagnole d'ailleurs, hein, sur des personnes qui ont vécu cette période. Bon, Miguel de Miguel m'a effectivement en première personne parlé de ce qu'il a vécu là. Donc ils ont été utilisés pour participer à ces travaux d'édification de hangars au camp de la Berthelay. Et donc ce qui a permis quand même sur une période relativement de quelques mois, ils se sont intégrés un peu à la vie locale, hein. Il y a eu de nombreux contacts. Bon, ça se passait très bien avec les troupes britanniques. Par rapport à ce qu'ils avaient connu précédemment dans les camps par lesquels ils étaient passés, donc Gurs pour la plupart d'entre eux, mais Saint-Cyprien également, pour eux c'était, pas des colonies de vacances parce qu'ils travaillaient dur, mais c'était une période où les relations humaines étaient très différentes. Et donc voilà, on ne va pas dire qu'ils se sont intégrés, mais il y a de nombreuses amitiés qui se sont nouées à la Chapelle-Laulay, souvent autour de tous ces petits débits de boissons qui faisaient épicerie, charcuterie, etc. Donc là, il y a de nombreuses traces, disons, au plan photographique. Et cette situation, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais disons, les choses vont changer dramatiquement quand, le 14 juin, les Allemands rentrent à Paris, et donc là, déjà depuis quelque temps, les Britanniques ont anticipé. Bon, ça va être planifié dans le cadre, parce qu'ils ont appelé l'opération Ariel pour rapatrier tous ces personnels, parce qu'ils étaient très nombreux donc vers la Grande-Bretagne. Et donc, le 16 juin, les Britanniques, l'année blanche, partent. Et avant, donc ça, Miguel de Miguel me l'avait effectivement confirmé, me retrouve ce même témoignage dans une revue d'histoire locale de Savenay de Madame Suzanne Viau, qui habitait juste en face du camp de la Berthelay, où elle dit que effectivement ils avaient détruit, parce que dans ces hangars il y avait notamment des uniformes avec de l'acide, ils avaient détruit, mais bon, ils n'avaient pas pu tout détruire effectivement. Miguel de Miguel qui a participé à cette opération, puisque en fait, comme je l'ai dit, c'était des unités encadrées militairement, et Miguel de Miguel appartenait un peu à l'état-major espagnol de cette compagnie qui faisait interface avec, disons, les Britanniques, et le commandement c'était le capitaine Smith. Donc le capitaine Smith leur a demandé de détruire tout ce qu'ils pouvaient. Aucun n'est parti avec eux. Alors si, alors là, ce qui s'est passé, donc là, ils sont livrés à eux-mêmes, en fait. Les Espagnols sont livrés à eux-mêmes, les Britanniques, parce que, effectivement, ils avaient été détachés auprès du corps expéditionnaire britannique, mais ces compagnies de travailleurs étrangers, en fait, elles étaient sous le contrôle de la Troisième République, et notamment d'une structure militaire du général Bénard. Donc, d'une certaine façon,
autre que sur un plan, disons, moral, les Britanniques n'avaient pas d'engagement particulier vis-à-vis d'eux, et donc ils les ont laissés. Alors, ils ont été laissés un peu comme ça, dans la nature. Bon, la plupart sont restés sur place. Il y a malgré tout un groupe d'intrépides qui, là, en récupérant, et ça c'est documenté, en récupérant, disons, des uniformes qui n'avaient pas tous été détruits, à revêtir des uniformes britanniques, sont partis sur Saint-Nazaire. Et en fait, on croyait qu'ils étaient 16, après ça, on trouve ça dans des écrits. Mais en réalité, j'ai pu trouver une liste, ils étaient que 13. Donc, ils ont réussi à embarquer le 18 juin à bord du Léchistan. Pas Castria. Non, c'est pas le lac Castria. Alors, effectivement, le lac Castria, le 17 juin, a connu un sort dramatique. Non, il y a eu énormément de bateaux qui sont partis de Saint-Nazaire. Là, ils embarquent sur un bateau, le Léchistan, qui évacuait des troupes polonaises. Il y avait aussi des Polonais. Et donc, ces 13 hommes-là arrivent à Plymouth, je crois que c'est le 20 juin, et la plupart d'entre eux vont ensuite s'engager dans ce qui va être la Number One Spanish Company, où ils vont donc en Angleterre participer à disons, des travaux de type donc infrastructure. Il y en a quand même quelques-uns qui ont suivi des formations de commando, parce que dans les visions britanniques à ce moment de la guerre, ils ne savaient pas si, compte tenu de la position de Gibraltar, de ce qu'allait faire Franco ou pas, s'ils n'allaient pas avoir besoin, donc sur place, d'avoir, disons, des Espagnols qui pourraient effectivement être utiles dans les contacts ou autres. Donc, mais ces 13-là, donc presque tous ils s'engagent à Number One Spanish Company, et ils vont débarquer en 1944, et ils vont accompagner les troupes britanniques jusqu'en Belgique. Et il y a un de ces hommes, Emilio Borras Castel, c'est là-bas qu'il va trouver sa femme, il va se marier avec une ressortissante belge. J'avais trouvé sa petite fille, Emilio Borras, qui m'avait raconté tout ça. Donc il y a des documents photographiques. Donc ceux-là, c'est des intrépides, ils jouent le tout pour le tout, et réussissent à s'échapper comme ça. Il y en a quelques-uns qui vont, pensant que ça serait plus facile de remonter vers le nord, qui vont se débrouiller, trouver un véhicule, repartir, mais là ils se trouvent face à la cohue de tous ceux qui descendent, ils vont faire demi-tour et ils vont revenir à Blanche-Couronne. Et il y en a 3, dont Miguel de Miguel Montañez, qui eux ne veulent pas venir là, et ils vont se cacher dans un premier temps en face de la mairie et de l'église, donc à la chapelle Launay, chez Eugénie Alain, élève Eugénie Alain. Café Charcutier. Voilà, café charcutier, où ils venaient boire un coup de temps en temps, chanter les chansons avec les Anglais, donc ça se passait très bien. Et ils vont se cacher dans le grenier pendant quelques temps. Et là, les Allemands vont installer, d'après ce qu'avait dit Miguel, une cantine, un point de rassemblement en face de ça. Ils se sentent pas en sécurité. Et là, ils vont aller, et Jacques m'a aidé là-dessus, ils vont aller à Bellevue, chez la famille de Fernand Tessier. Et là, il y a une anecdote, en fait, qui n'est qu'une anecdote, mais qui montre à quel point, disons, ils vivaient en bonne intelligence, ces républicains espagnols, avec les populations locales. C'est que Annick Huyss se souvenait de ce détail, donc la fille de Fernand Tessier, donc dans ce bar donc, qui était à Bellevue, qui accueillait ces Espagnols, c'est que ces Espagnols vont arriver là, ces 3-là, Miguel de Miguel, les 2 camarades, et ils vont réparer donc le camion de Fernand Tessier, qui avait été réquisitionné par les Allemands, abandonné dans un chemin, le chemin des Violettes, nous a dit Annick Huyss, le chemin des Violettes. Et donc là, ils vont réparer ce camion, parce que parmi les 3, et ça Miguel me l'avait raconté, il se souvenait de cet épisode, il y en avait un qui était mécanicien de marine, et ils avaient donc réparé ce camion. Et donc là, ils vont rester quelque temps. En plus, donc, Miguel m'avait dit qu'il avait vendu du vin à ce moment-là avec Fernand Tessier. Mais après, eux, ils vont finalement revenir à Blanche-Couronne. Parce que, ils voient que cette situation présente quand même une certaine difficulté. Ils préfèrent rejoindre le gros de la troupe. Et là, donc, à un moment donné, alors là, malgré toutes les recherches que j'ai faites, je n'ai trouvé aucune trace qui puisse, disons, apporter des éléments concrets aux décisions qui ont été prises. C'est que
le maire de la Chapelle, à un moment donné, les convoque. Poussé par les Allemands, quoi. Voilà, sans doute poussé par les Allemands, voilà, on ne sait pas, parce que c'était une période grise où le régime de Vichy n'était pas totalement installé, et donc voilà. Et donc avec les Allemands donc, prennent tout ce beau monde pour les enfermer au camp de la Berthollet qu'ils avaient même construit, et ensuite donc ils sont renvoyés à l'Espagne. On les met à la gare de Salvé, dans des wagons, on les renvoie à l'Espagne, avec quelques familles, parce qu'effectivement, aux archives de la Chapelle-Launay, j'ai trouvé trace de l'arrivée de 19 femmes et de 22 enfants, donc, qui étaient ailleurs, au niveau de la France, mais les préfets, en fait, essayaient de regrouper les familles quand c'était possible. Bon, ça présentait un double avantage, déjà de soulager les deniers publics, parce qu'ils les envoyaient chez les chefs de famille quand eux ils pouvaient subvenir aux besoins de leurs femmes et de leurs enfants. Donc il y en a 19 épouses et 22 enfants qui vont arriver là. Et donc tout ce beau monde, on les met dans des wagons et on les renvoie vers où? Alors ils ne savaient pas qu'on leur renvoyait à l'Espagne. Ils ont compris ça quand ils sont arrivés à Bordeaux. Quand ils sont arrivés à la gare de Bordeaux, ils ont compris qu'effectivement on les renvoyait à l'Espagne. Et bon, ça c'est une autre information que m'a donnée Miguel de Miguel, c'est que en fait ces combats ferroviaires étaient organisés. Alors les archives de la SNCF sont au Mans, donc j'ai rien trouvé de là, on m'a pas répondu, mais il y a forcément des traces de ces convois. Et donc je pense qu'au niveau des cheminots, l'information avait dû circuler parce que quand ils passaient dans des gares, les gens étaient sur les quais en les saluant le point fermé. Donc ils arrivent à Aïloun, à la frontière, et là donc ils sont pris en main par les autorités franquistes, mis dans un camp de concentration de Miranda d'Ebro, là envoyés à Madrid dans un centre de tri, le centre Miguel de Unamuno, et bon, la plupart ils vont se retrouver dans des bataillons de travailleurs forcés, soit dans les positions espagnoles du Maroc, soit dans le sud, ce qu'on appelle Campo de Gibraltar, c'est-à-dire face à Gibraltar, pour construire des travaux de fortification. Et voilà ce qui a été le sort réservé à ces hommes qui, en fait, sont restés ici. Ils sont partis, en fait, ils arrivent à Iloun le 16 juillet, ils sont à Iloun. Et donc, j'ai retrouvé dans les archives en Espagne, donc ici, celui qui commandait la compagnie, c'était Joaquín Ferrandiz Boch, lieutenant aviateur, et donc il y a effectivement ce qu'il déclare aux autorités franquistes, donc le procès verbal, il dit qu'effectivement ils ont été renvoyés et convoyés par des gardes mobiles, ce que m'avait confirmé M. Gaëtan Lelièvre, que j'avais été voir il y a quelques années déjà, et lui se souvenait il m'avait d'ailleurs parlé d'un garde mobile qui avait la famille Samelet qui s'appelait Briand. Mais bon, depuis, voilà. Donc, voilà le sort qu'ont connu ces relativement court temps. Voilà, du 21 janvier au 16 juillet, ils sont partis.